merci à vous, donc à Gilles et à Nadji pour cette invitation pour parler d'infection, ou du moins le contexte d'infection de prothèses actives, et donc d'aborder ce sujet sur le versant de la prévention en amont de l'infection du pacemaker, et puis aussi un petit peu en aval, donc on va voir. Et donc en introduction, j'avais déjà un peu prévu les choses, donc j'ai répondu à la question, oui, le Micra pour tout le monde. Voilà, merci à vous. Et donc j'espère que vous allez m'accorder quand même quelques minutes, au moins 2 minutes, pour pouvoir répondre à cette question brûlante que tout le monde attend. Et donc on a des arguments pour mettre en avant le pacemaker sans sonde en prévention de l'infection. Les arguments sont ici illustrés sur cette diapositive. Donc on pense qu'il y a moins de risques parce qu'il n'y a pas de loge, il n'y a pas de sonde, ce qui est caractéristique donc de ces prothèses. On ne va pas être amené à toucher la prothèse, donc moins de risque de iatrogénie. La prothèse est beaucoup plus petite, de plus petite taille, donc moins de risque que les bactéries s'accrochent. Et elle va être rapidement endothélialisée sur une prothèse qui est déjà recouverte d'un revêtement qui va permettre d'éviter que les bactéries se fixent dessus. Et puis aussi, on les positionne dans le ventricule droit avec des grosses zones de turbulence qui expliquent qu'on constate de manière générale une différence significative dans la survenue de ces infections. Alors, on estime qu'il y a à peu près 2% d'infections sur les prothèses classiques endovasculaires, tandis que sur le Micra, sur les sans sonde, on est sur des chiffres qui sont de l'ordre de 0,02%. Donc, je vous montre un petit peu ces prothèses. Alors, voilà. Donc, voilà comment elles se présentent. Quand on va examiner la pièce anatomique 2 mois après l'implantation, on voit qu'elle est déjà un petit peu recouverte dans les trabéculations du ventricule droit, puis on la voit quasiment enfuie, et puis à 1 an, on a l'endothélialisation complète qui explique cette protection contre l'infection et contre les sepsis en cours. Donc on a des données de la littérature, je ne vais pas revenir trop dessus, trop m'appesantir. On a un registre qui est très pertinent, qui est ce registre Micra-CED, qui va comparer des Micra, donc des stimulateurs simple chambre, à peu près 8000, aux données issues des données de Medicare aux États-Unis, avec 22 000 patients implantés de VVI, donc de simple chambre endocavitaire. Et donc sur cette étude Micra-CED, on a des résultats à 2 ans, à 3 ans, et on va voir comme critère du jugement, donc je vous passe le pensum qui est le contexte ici, qui est plutôt les complications chroniques avec les infections. Et donc quand on regarde cette cohorte, à 2 ans, on voit ici qu'il y a moins de réintervention. On explique qu'il y a moins 38% de réintervention entre le sans sonde en bleu et l'endovasculaire en rouge. On a moins de complications chroniques. Et puis si on attend encore 1 an, on va voir, on a toujours moins de réintervention, moins 41%, moins 32% de complications chroniques, donc moins d'infections, avec pas de grande différence, du moins pas significativement cette différence sur le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et pas de différence en termes de mortalité. Si on regarde les données cette fois-ci à 5 ans d'une autre étude, on va voir cette population de 1800 patients qui ont été suivis et quand on regarde à 5 ans, on a 0 infection sur ces prothèses, donc on a vraiment un chiffre très intéressant pour prévenir les complications de ces prothèses. Quand on regarde un petit peu plus en détail les populations à risque sur les endocardites de stimulateurs, que sont les insuffisants rénaux, les insuffisants cardiaques, les diabétiques, les patients porteurs de bronchite chronique, les sous corticothérapie, donc on a ici un petit tableau des patients plus à risque. Quand on regarde dans cette étude Micra-CED ces caractéristiques qui sont essentiellement accessibles pour les BPCO, pour les diabétiques, pour les insuffisants rénaux, pour les patients ayant un cancer actif ou ayant été traités, et les patients porteurs de valvulopathie tricuspide, donc une population plus à risque pour les pacemakers endovasculaires, on se rend compte qu'on va avoir là encore un bénéfice, pas tellement sur les complications aiguës, mais sur les complications chroniques. On va avoir un bénéfice au sein de ces populations, ce qui fait que, je vais passer un petit peu rapidement, on a pour les patients qui sont porteurs de valvulopathie tricuspide, avec une définition qui n'est pas claire dans le papier, les diabétiques, les bronchitiques, les BPCO, moins de réintervention. Et on va avoir aussi chez les patients qui sont là encore porteurs soit de valvulopathie tricuspide, soit de diabète, soit de néoplasie, soit de bronchite chronique, moins aussi de complications chroniques. Et donc un bénéfice tout spécifiquement dans cette population à haut risque d'infection de matériel. Ce qui fait que les recommandations concernant l'indication du Micra de 2024 ont été modifiées. Sur le versant de prévention des infections, on recommande, quand on propose donc un simple chambre ou un contexte un petit peu particulier sur la discussion du mode de stimulation, de prendre en compte à la fois le caractère
de la prise d'immunosuppresseurs, l'existence d'une valvulopathie tricuspide, l'existence d'un diabète, un antécédent de cancer, une bronchite chronique, pour proposer préférentiellement, dans la mesure où l'indication est adaptée, une prothèse sans sonde. L'autre problématique qui était sous-tendue par la question qui était posée, c'était quid quand l'infection est déclarée, quand le pacemaker est infecté, quelle est la place du sans sonde? Alors Guillaume a un petit peu évoqué les choses, mais il m'a gardé une petite place pour mon topo. Et donc il faut savoir qu'une fois que le matériel est infecté, si c'est la pochette, soit si on a une certitude sur la contamination du matériel, on va bien entendu extraire le matériel avec deux questions qui est de savoir est-ce qu'on va réimplanter, sachant que dans les études les moins bienveillantes, on voit que chez les patients qui sont implantés pour un bloc auriculo-ventriculaire, on a jusqu'à 50% des patients qui sont dépendants du stimulateur, donc chez lesquels on ne peut pas interrompre la stimulation. Chez les patients implantés pour dysfonction sinusale, c'est un petit peu moins fréquent, on a jusqu'à 12%. Et donc chez ces patients-là, il faut discuter une solution temporaire, que ce soit une sonde de stimulation temporaire avec ce qu'on appelle un pacemaker temporaire, donc une sonde définitive qui va être sortie comme un cathé tunnelisé relié à un boîtier, que ce soit l'intervention du chirurgien qui va mettre des sondes épicardiques en même temps, ou que ce soit une sonde d'entraînement. Donc tout se discute, notamment l'utilité des stimulateurs sans sonde. L'autre question est le risque de récidive sur le matériel qui va être implanté. Alors on n'a pas beaucoup de données sur les récidives sur le nouveau matériel. On a 3 papiers, j'ai regardé deux informations sur ces 2 papiers différents. Une première étude avec 2,7% de réinfection, et on voit notamment dans cette étude que la réinfection est d'autant plus importante, du moins le risque, qu'on va réimplanter soit le jour même, soit dans la première semaine après l'extraction du matériel. Une deuxième étude qui montre qu'on a jusqu'à 9% de réinfection, et donc c'est un vrai problème. Et donc l'implantation du micro dans ce contexte-là a été évaluée. J'ai sorti ici une méta-analyse qui regroupe les quelques patients qui ont été implantés au décours d'une extraction de sonde par une prothèse sans sonde. On voit ici, pour donner un peu une idée du risque infectieux, il y avait 33% des patients qui étaient réimplantés dans un contexte d'infection systémique, donc avec un risque de greffe bactérienne sur le papier, et que dans cette étude toujours, enfin dans ce résumé des études, on a 40% des patients qui sont réimplantés dans la même procédure. En moyenne, l'implantation était quand même différée de l'ordre de 5 jours, et on avait, sur ces patients qui étaient déjà infectés et qui ont été implantés d'une prothèse sans sonde, 0,4% d'infection du stimulateur sans sonde. Enfin, la question qui reste toujours en suspens, c'est la possibilité d'implanter ces prothèses dans un contexte d'infection active. Et donc, on a un élément, pas beaucoup, mais on a un élément de réponse qui est notamment issu de cette étude d'évaluation du MICRA sur cette cohorte de 720 patients qui avaient été implantés. On a 16 patients qui vont développer un sepsis, 3 sur des endocardites, 13 avec des... Pardon, 16 patients, on dit 3 et 16 avec des origines non déterminées. Et quand on voit le devenir des patients, on voit que sur le suivi de 18 mois, il ne va pas y avoir d'infection du matériel en dépit de ce sepsis. En somme, on peut dire qu'il y a un bénéfice du sans sonde en termes de réduction du risque d'infection de prothèses par rapport aux prothèses classiques. On a vu qu'au sein des populations qui sont considérées au risque d'infection de matériel, que ce soit sous immunosuppresseurs, avec valvulopathie tricuspide, diabétique, bronchite chronique, insuffisant respiratoire, on a un bénéfice de ces prothèses en première intention, et il y a probablement une place dans un contexte de sepsis, même de sepsis actif, pour implanter un stimulateur sans sonde qui peut facilement être fait dans le même temps que l'extraction du matériel. Merci pour votre attention. Merci Guy Abzier pour cette belle présentation. Oui, Alexandre. Merci. Est-ce que c'est extirpable? Parce que, en fait, moi, j'ai déjà eu, dans mon souvenir, 2 cas d'infection sur des sans sonde. Ouais, sur des sans sonde. Et le gros problème, en fait, c'est que une fois que c'est, enfin, moi, ce que j'avais compris, une fois que c'est en place, quoi. Alors, on peut les extirper. Il y a des cas cliniques jusqu'à 6 ans, donc on peut aller tirer dessus, et on arrive à les extirper dans 80-90% des cas. Après, il y a différents types de prothèses. Bien sûr, oui. Oui, je pense que c'était sous-entendu par la question d'Alexandre. C'était... Ouais. Sinon, on appelle le chirurgien. Et il enlève.
J'ai une question très simple très brève, pardon, sur la sécurité et la durabilité. Est-ce que c'est aussi durable qu'un pacemaker classique? Alors, les longévités sont comparables, voire un peu supérieures à ce qu'on a. Et alors, tu as bien parlé un Donc moment... là, le Samson, c'est à peu près 12 ans, et les prothèses qui viennent, c'est 16 ans, 19 ans. D'accord. Donc, tu parlais du simple chambre, quid des patients qui ont besoin d'un double chambre. Alors, j'ai vu récemment des implantations chez certains patients qui ont besoin, évidemment, de la stimulation atrioventriculaire. Est-ce que c'est raisonnable de passer le pas et de faire une stimulation uniquement ventriculaire chez des patients jeunes, ou est-ce que tu préconises tout de même d'attendre et de mettre un double chambre en attendant le Samson atrioventriculaire? Alors, sur la possibilité de la stimulation double chambre, alors après, il faut voir sur les indications. Alors, je vais passer un petit peu vite, mais on sait que dans ce contexte-là, il y a jusqu'à 30% des patients qui ne vont pas être réimplantés après l'extraction du métal. C'est-à-dire qu'il y a quand même des patients qui ne justifient pas d'une indication. Après, on a tendance de plus en plus à faire un distinguo entre la fréquence de stimulation, c'est-à-dire si c'est un patient qui va être stimulé de façon très anecdotique, le simple chambre va permettre d'éviter la syncope et avoir la sécurité. Donc, on a quand même un petit peu de marge avec un simple chambre. Et puis, on va débuter les implantations, je pense, en début d'année prochaine, la possibilité d'implanter non pas le Micra, mais le système concurrent, qui est un système double chambre, qui va permettre de proposer, là encore, une protection sans sonde à nos patients.